Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous parlons aujourd'hui de la charge mentale, un phénomène dont souffrent plusieurs collaborateurs en entreprise. Il se manifeste entre autres par une fatigue physique et mentale. Pour traiter ce sujet, nous recevons Kaussar Kadri. Kaussar, bonjour. Bonjour Nabila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'assister avec toi. Kaussar, c'est quoi la charge mentale et surtout à partir de quel moment on peut parler de la charge mentale? La charge mentale, disons que c'est l'ensemble des opérations qu'effectue un travailleur lors d'une activité professionnelle. La charge mentale, elle est, disons, effectuée au niveau cérébral dans ce qu'on appelle, grâce à ce qu'on appelle les fonctions supérieures. Ce sont des fonctions chefs d'orchestre qui nous différencient donc des animaux et qui nous permettent d'être dans l'analyse, l'anticipation, la planification, la régulation et surtout l'adaptation. Et donc, toutes ces fonctions-là sont traitées au niveau de ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme, mais une mémoire très importante dans la mesure où elle nous permet de donner du sens, d'analyser et donc de comprendre toutes les situations avant de les faire switcher s'il n'y a pas répétition. S'il y a répétition, elle les fait switcher à une mémoire implicite et inconsciente qui est la mémoire à long terme. Donc pourquoi j'ai cité cette mémoire-là? Parce qu'elle va être centrale au niveau du traitement, dans la mesure où dès qu'il y aura saturation de cette mémoire-là, forcément le candidat ou le travailleur aura des problèmes au niveau de tout ce qui est fonction attentionnelle et donc fonction cognitive en général, et donc ce qui va retentir sur le côté physique, on en reparlera tout à l'heure. Donc disons que la charge mentale, elle représente tout ce qui est quantité d'informations à traiter, la manière donc avec laquelle on la traite en fonction de notre état affectif et aussi du temps qu'on se donne ou dont je dispose pour pouvoir traiter cette information-là. Donc, 3 critères très importants, charge cognitive, charge psychologique et pression temporelle qui, donc, s'ils ne sont pas très bien optimisés les uns avec les autres, on passe de la charge de travail et on parle essentiellement de contraintes à ce moment-là qui peut retentir négativement sur tous les plans personnels et professionnels. Justement, quels peuvent être les impacts de la charge mentale sur la vie personnelle et professionnelle du collaborateur? Oui, alors la charge mentale, elle a des impacts sur tous les plans, malheureusement délétères. Et donc, nous, on a remarqué qu'il y a quand même des variabilités personnelles au niveau des conséquences. Et ces variabilités sont en fonction toujours, ils sont en fonction donc des capacités d'acquisition, donc du niveau intellectuel ou du niveau d'intelligence de chaque personne, donc de l'organisation, de la structure de personnalité de chaque personne, et donc de tout ce qui est capacité d'apprentissage et répétition. Parce que rappelle-toi, Nabila, quand on a parlé de la mémoire de travail, on a dit que dès qu'il y a répétition, l'information passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Donc le fait de s'entraîner sur une tâche et de la produire et reproduire à plusieurs reprises nous permet donc de court-circuiter la difficulté au niveau de la mémoire de travail qui peut persister quand même si on a énormément de charges à côté, et donc ça sera une façon disons de court-circuiter ces difficultés-là pour pouvoir passer à une mémoire qui est beaucoup plus à ce moment-là disons au niveau par rapport à l'autre qui sera surchargé. Donc voilà, au niveau des conséquences aussi, on peut dire que la charge mentale, elle a des effets nuisibles et délétères, pathogènes sur tous les plans. Donc on peut parler d'effets sur le plan psychologique, sur le plan physique et sur le plan comportemental. Donc tout ce qui est physique, on peut parler de douleurs squelettiques, de douleurs musculaires, de douleurs gastriques ou intestinaux, donc d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébrales, d'accidents aussi tout ce qui est cardiovasculaire. Donc la liste est longue.
toutes les maladies imaginaires qu'on peut citer dans ce sens. Donc tout ce qui est effet nuisible par rapport à l'aspect psychologique, donc on peut passer des choses des plus, disons, basiques, en parlant de l'irritabilité, de crise d'angoisse, de crise de panique, jusqu'à arriver à tout ce qui est burn-out, dysfonctionnement sexuel, donc la dépression majeure ou le syndrome dépressif, et donc la liste est longue aussi. Et bien le troisième volet aussi, tout ce qui est troubles comportementaux. Donc on peut voir au niveau de tout ce qui est hétéro, auto-agressivité, l'addiction à certaines substances psychotropes, notamment l'alcool, la surmédication. On le trouve aussi au niveau des collaborateurs, des gens qui prennent tellement de traitements, donc qui favorisent l'absentéisme et donc la surcharge du travail justement, et donc la saturation de la mémoire de travail. On a aussi donc tout ce qui est troubles alimentaires. On a une hyperactivité ou justement un état de cynisme, et donc forcément tout ça ne peut aboutir qu'à donc une régression donc des capacités de la personne, et forcément de ses capacités à prendre des décisions, à être performant, de ses capacités attentionnelles, de ses capacités de concentration, et aussi donc tout ce qui est estime de soi, qui est essentiel pour l'évolution de la personne et aussi de la société où elle travaille. Kauthar, tu as clairement expliqué les conséquences de la charge mentale. Ça peut avoir des impacts, des répercussions sur l'aspect physique, psychique et comportemental. Ma question est, quelles peuvent être les causes de ce phénomène? Alors les causes sont multiples et diverses aussi, et donc on s'est aperçu que le développement de certaines disons méthodologies managériales actuelles a favorisé l'apparition de certaines organisations qui paradoxalement prônent d'un côté la libération des sociétés et donc l'autonomie et la responsabilisation des travailleurs, sans pour autant mettre au point tous les moyens et toutes les formations nécessaires pour pouvoir permettre à ce candidat d'arriver donc aux objectifs désirés. Donc c'est là où on se retrouve justement face à une personne dépourvue de moyens, donc et donc qui se croit ne pas être capable d'aboutir à certains résultats, et forcément ça ne peut que retentir négativement sur la rentabilité de cette personne-là. Donc les causes essentiellement sont autour des exigences. Donc les exigences des sociétés qui ne sont pas forcément en équation avec les conditions de travail, comme on a dit. Le deuxième volet, c'est autour donc de tout ce qui est pression sociale, et donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que la société fait socialement d'un point de vue instrumental et aussi émotionnel pour pouvoir permettre aux travailleurs d'arriver donc aux objectifs, et aussi d'un point de vue donc émotionnel ou cognitif, qu'est-ce que la société peut faire ou qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir diminuer la surcharge et permettre donc à l'individu ou au candidat ou au travailleur de travailler dans les meilleures des conditions. Donc voilà, on a des causes qui peuvent être diverses en fonction donc de la nature de l'activité de la société, et aussi de la nature du travailleur qu'il faut prendre en considération, comme on a dit tout à l'heure, donc de sa structure de personnalité, et donc des fois le fait de l'autonomie qui fait aussi partie des causes, parce que là en disant qu'on conseille aux entreprises d'être dans cette dynamique d'autonomisation des travailleurs, mais le problème c'est que quand les conditions derrière ne sont pas mises en cause, ne sont pas mises donc à la disposition des travailleurs, forcément ces travailleurs-là ils compatissent négativement, et ce qu'on a, c'est le revers de la médaille. Au lieu que ça donne des effets positifs, cette autonomisation-là donne des effets négatifs dans la mesure où la personne se trouve dépourvue de toute compétence, disons, plus en rapport avec la tâche
que plutôt en rapport avec la personne elle-même. Donc, même s'il a des compétences et un potentiel cognitif et intellectuel et des diplômes lui favorisant le développement de capacités, ben ces capacités-là ne se développent pas dans de bonnes conditions parce que justement, il y a certaines choses qui manquent à ce développement-là. Aujourd'hui, comment un collaborateur peut-il faire face à la surcharge mentale? Oui, moi je dirais ça tourne autour de 3 volets essentiels. Donc la première des choses, c'est d'identifier le phénomène, le voir et voire même l'anticiper. C'est toujours une meilleure chose quand on anticipe et on parle là de fonction supérieure. On y reviendra après. Voilà. Donc, anticiper le phénomène, repérer certains signaux sensibles. Donc, quand on voit le taux d'absentéisme augmenter, l'irritabilité, l'ambiance au travail. Donc, ce sont des signaux qui devraient nous alarmer. Et le troisième volet très important, c'est le passage à l'acte, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, la première des choses, c'est de pouvoir octroyer et donner plus de temps aux travailleurs pour leur permettre de souffler, leur permettre de réfléchir, leur permettre d'être plus créatifs, parce que des fois, il y a des employeurs qui disent que c'est une perte de temps. En fait, ça va être une perte de temps si on ne leur donne pas ce temps pour souffler, parce que plus ils manquent de temps, et plus ils saturent, et moins ils donneront, et moins ils seront performants. Donc, c'est au contraire, ce n'est que positif pour le travailleur que d'avoir le temps de travailler sur sa créativité. La deuxième des choses, c'est de pouvoir jouer justement sur cette autonomie-là. Donc oui, donner plus d'autonomie et plus de responsabilité au travailleur, pouvoir lui faire confiance et justement libéraliser un peu les sociétés pour pouvoir faire confiance aux travailleurs de sorte à ce qu'on puisse mettre, disons, des gens à responsabilité dans des postes d'autorité ou plus des développeurs dans des postes d'autorité pour pouvoir permettre le développement de la société. Et donc, le quatrième volet, ça sera autour de la régulation cognitive. La régulation cognitive, encore une fois, pour détourner tout ce qui est problème de mémoire de travail. Donc, ça sera autour de pouvoir permettre donc aux travailleurs d'avoir des consignes claires, simples, décortiquées, donc réaménager les postes et donc donner à chacun sa place. Le fait de pouvoir décortiquer ou simplifier les consignes fait que la mémoire demande et prend moins de place pour pouvoir les gérer. Et donc ne pas hésiter à faire aussi appel aux professionnels pour pouvoir justement proposer un certain nombre de techniques ou de pratiques qui permettent justement de resserrer les liens entre le groupe et de favoriser la cohésion du groupe, entre autres, donc tout ce qui est voyage de société, tout ce qui est team building, exactement, tout ce qui est séminaire, formation, etc. Quelles sont les actions qu'un collaborateur peut lui-même envisager pour sortir de cette situation, surtout s'il fait face à un manager qui n'est pas conscient du phénomène? Alors, quand on fait face à un manager qui n'est pas conscient, la première des choses, c'est de prendre conscience qu'on est en état de difficulté, avant que les choses n'atteignent quand même des proportions importantes. Le fait de prendre conscience va me permettre de mettre en place un certain nombre d'outils et donc puiser dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la première des choses, c'est de jouer sur mon estime de moi-même. Le collaborateur, si avec le comportement négatif de manager voit son estime de lui-même touchée, forcément, ses compétences, il les verra diminuer aussi automatiquement. Donc, si moi, avec toutes disons toutes les choses négatives que je peux percevoir de l'extérieur, je peux continuer à être positif et à me percevoir surtout capable d'accomplir la tâche. Ben tout ce que je vais mettre en place va être favorable à ce moment-là, me mettre moi-même à décortiquer, à me mettre des consignes claires et nettes, à me mettre des objectifs, parce qu'on a omis un peu de parler d'un élément très important aussi au niveau des techniques managériales, de ce que le manager aussi peut mettre en place, mais aussi le collaborateur, c'est la motivation. Parce que la motivation, finalement, c'est l'élément clé de tout ce qu'on dit là. Et on ne peut pas parler de motivation sans parler d'une triade très importante pour moi. Pour qu'il y ait motivation, il faut penser à la motivation
avec le plaisir et l'objectif. Donc, si la personne manque de plaisir dans ce qu'elle fait, elle ne sera plus motivée. Si elle n'a pas d'objectif derrière, que ce soit sur le court terme ou le moyen terme ou le long terme, la motivation va baisser. Donc, si le collaborateur continue à fonctionner selon ces états-là, avec cette triade-là, à chercher le plaisir déjà dans ce qu'il accomplit, dans ses accomplissements, il continuera à être rentable et le manager va forcément finir par voir les compétences et donc tout ce qu'il apporte de bien à cette société-là. Est-ce qu'on peut prévoir la charge mentale et comment l'éviter? Bien sûr, c'est à travers tout ce qu'on a dit, en fait. Prévoir, c'est d'abord cette capacité d'anticiper. Et on revient encore une fois à tout ce qui est donc fonction supérieure, pouvoir anticiper ce que je peux vivre. Donc anticiper, c'est d'abord prendre conscience que ces difficultés-là existent. Et donc encore une fois, je mets le fluorescent sur l'estime de soi. L'estime de soi, ne pas permettre à tout ce qui est stimulation externe, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on vit à l'extérieur, si je garde et je préserve mon estime de moi-même intacte et si je me trouve capable de faire, je vais pouvoir faire. Ça, c'est au niveau donc du collaborateur. Donc, il va pouvoir mettre en place tout ce qu'on a dit, toutes les petites astuces. Donc, prendre du temps pour lui, prendre du temps dans la société, pouvoir trouver un taux de liberté minimal pour pouvoir accomplir certaines tâches, respirer, souffler, prévoir certaines choses et donc toujours poser des objectifs pour pouvoir être dans le plaisir et continuer à être motivé. Donc, au niveau du management, et donc, ça sera justement anticiper tous ces états de malaise chez les collaborateurs qui peut garder la société à un niveau élevé et lui permettre justement de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement que si on mettait en exergue donc une politique plus dure et plus renfermée qui ne prend pas en considération les besoins du collaborateur et qui, en fin de compte, mène la société au contraire vers une stagnation que plutôt une progression. Merci beaucoup, Kauthar. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.